La honte commence toujours par une exécution silencieuse. On croit qu'elle vient sous la forme d'une remarque, d'un rire, d'une phrase lancée trop fort dans une pièce trop attentive. En réalité, elle arrive avant les mots. Elle surgit dans cette seconde où l'air change, où les regards cessent d'être neutres, où quelque chose en vous comprend que vous venez d'être placé au centre d'un tribunal dont personne n'a annoncé l'ouverture. Ce n'est pas seulement votre orgueil qui est visé. Ce n'est pas seulement votre image. C'est votre droit implicite d'occuper l'espace sans justification. Celui qui cherche à vous humilier ne veut pas simplement vous blesser. Il veut vous faire accepter une position. Il veut que vous descendiez. Il veut que vous répondiez depuis le lieu où il vient de vous enfermer. Voilà pourquoi la honte est si violente. Elle ne dit pas seulement « tu as tort ». Elle murmure « tu es devenu petit » et tout le monde l'a vu. Vous connaissez cette chaleur qui monte au cou. Cette crispation presque animale derrière le visage. Cette envie soudaine de rire pour faire croire que vous n'êtes pas touché. Cette urgence de corriger, de préciser, d'expliquer, de prouver que la phrase reçue ne vous atteint pas, que vous n'êtes pas cette caricature qu'on vient de déposer devant les autres comme une preuve. Et pourtant, c'est précisément à cet instant que la faute commence. Non pas la faute morale. La faute stratégique. Car au moment où vous vous défendez, vous entrez dans le décor de l'autre. Ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais, c'est que la honte publique ne fonctionne pas par vérité. Elle fonctionne par cadrage. Celui qui vous attaque n'a pas besoin d'avoir raison. Il a seulement besoin que vous acceptiez la scène qu'il a construite. Il lui suffit que vous réagissiez comme un accusé. La voix qui tremble, le regard qui cherche un allié, la phrase trop longue, le rire trop rapide, le besoin de se reprendre, tout cela parle avant vous. Tout cela dit aux autres que quelque chose a touché juste, même lorsque ce n'est pas le cas. La réaction est souvent plus destructrice que l'attaque. C'est là que commence l'apprentissage réel. Non pas dans l'art de répondre. Tout le monde veut apprendre à répondre. Tout le monde cherche la formule parfaite, la phrase cinglante, le trait brillant qui renverse la table et rétablit l'honneur. C'est une illusion de personne encore dépendante du regard des autres. La première puissance n'est pas verbale. Elle est antérieure au langage. Elle se situe dans cette zone rare où l'on ne se précipite plus pour corriger l'image que les autres ont de soi. La honte a besoin de votre collaboration. Sans elle, elle reste suspendue, ridicule, presque obscène. Observez ceux qui humilient. Ils croient souvent exercer une supériorité. En réalité, ils exposent une faim. La moquerie publique, lorsqu'elle n'est pas un simple jeu partagé, est rarement un signe de force. Elle est une tentative de restauration. Quelqu'un sent qu'un équilibre lui échappe. Quelqu'un perçoit une menace, même confuse. Quelqu'un cherche à reprendre de la hauteur en abaissant ce qui le dérange. L'insulte, alors, n'est pas un diagnostic sur vous. Elle est un aveu sur celui qui l'émet. Cela change tout. Tant que vous recevez l'attaque comme une vérité possible sur votre valeur, vous êtes prisonnier. Vous demandez intérieurement, et si les autres le croyaient? Et si cela me définissait? Et si cette phrase révélait quelque chose que je voulais cacher? Mais lorsque vous voyez l'attaque comme un symptôme, la pièce se déplace. Vous cessez d'être l'objet examiné. Vous devenez celui qui observe l'examinateur. Et celui qui observe, dans une situation sociale tendue, détient déjà une forme de souveraineté. Il ne s'agit pas de se convaincre que rien ne vous atteint. Cette comédie est visible. Les gens qui prétendent être intouchables sont souvent les plus faciles à blesser. Il s'agit de comprendre la mécanique avec assez de lucidité pour ne plus être hypnotisé par elle. La honte agit parce qu'elle réveille un vieux réflexe, l'exclusion. Derrière la remarque moderne, derrière la plaisanterie cruelle, derrière le commentaire humiliant, il y a une mémoire archaïque. Être rejeté du groupe signifiait autrefois être livré au froid, à la faim, aux bêtes, à la mort. Votre corps ne fait pas de philosophie. Il entend le rire du groupe et croit reconnaître le danger. C'est pour cela que votre premier mouvement vous trahit. Le corps veut réparer immédiatement la fracture. Il veut redevenir acceptable. Il veut rejoindre le cercle. Alors il parle trop. Il explique trop. Il sourit trop. Il offre à l'attaque la preuve qu'elle cherchait. L'agresseur le sait, même s'il ne saurait pas le formuler. Il mise sur votre biologie. Il lance une phrase et attend que votre système nerveux écrive la suite à sa place. Il n'a pas besoin de vous vaincre. Il a seulement besoin que vous vous précipitiez.
La stratégie commence donc par une rupture presque contre nature, ne pas obéir au corps. Ce n'est pas de la passivité. La passivité est encore une peur. Ce n'est pas de la politesse. La politesse, dans ces circonstances, devient parfois une capitulation raffinée. C'est un refus de descendre au niveau où l'on vous convoque. Le premier geste, le plus brutal parce qu'il semble ne rien faire, consiste à laisser tomber l'attaque dans le vide. Le vide est insupportable aux êtres sociaux. Une phrase humiliante crée une ouverture. Tout le monde la sent. Une seconde se creuse. Les visages se tendent légèrement. Les témoins attendent la suite, non par cruauté toujours, mais parce que le théâtre social exige une résolution. Quelqu'un attaque, quelqu'un répond, quelqu'un rit, quelqu'un se justifie, quelqu'un domine, quelqu'un absorbe. C'est ainsi que la scène ordinaire se ferme. Mais si vous ne la fermez pas, si, au lieu de courir vers la réponse, vous restez immobile, si vous ne baissez pas les yeux, ne riez pas, ne protestez pas, ne donnez aucun signe de blessure disponible, alors l'espace change de propriétaire. Le malaise qui devait vous recouvrir retourne vers celui qui l'a produit. Il croyait vous jeter un poids. Vous ne le ramassez pas. Le poids tombe devant lui. Et maintenant tout le monde le voit. Il faut comprendre la puissance de cette suspension. Le silence n'est pas l'absence de réponse. Il peut être la réponse la plus difficile à supporter, précisément parce qu'il oblige l'autre à entendre sa propre phrase sans le bruit de votre défense. Tant que vous réagissez, vous lui rendez service. Vous lui permettez d'oublier la laideur de son geste en regardant votre agitation. Mais lorsque vous ne fournissez rien, sa parole reste nue dans la pièce. Et une parole cruelle, lorsqu'elle reste nue, vieillit très vite. La technique n'a rien de spectaculaire. C'est pourquoi elle est efficace. L'autre parle. Vous ne bougez presque pas. Vous le regardez, sans colère, car la colère confirme qu'il a atteint une zone vivante. Sans sourire forcé, car le sourire forcé mendie encore une interprétation favorable. Sans mépris théâtral, car le théâtre révèle l'effort. Vous le regardez comme on regarde un phénomène légèrement décevant. Quelque chose qui vient de se produire, et qui demande moins une réponse qu'une constatation. 3 secondes suffisent parfois. 1, 2, 3. Dans ces 3 secondes, si elles sont tenues sans nervosité, la hiérarchie implicite peut se retourner. Le public attendait votre inconfort. Il reçoit celui de l'autre. L'attaquant attendait une prise. Il rencontre une surface sans poignée. Il commence alors à produire lui-même ce qu'il voulait provoquer chez vous, l'excès, l'insistance, la gêne. Il ajoute souvent une phrase. Je plaisante. Ou bien, tu ne dis rien. Ou encore, ne le prends pas mal. Ces phrases sont importantes. Elles signalent que son premier geste n'a pas trouvé sa cible. Il tente de reconstruire la scène. Ne l'aidez pas. La plupart des gens échouent à cet endroit. Ils tiennent une seconde de silence, puis se sentent coupables de la tension qu'ils ont créée. Ils veulent soulager la pièce. Ils oublient que cette tension ne leur appartient pas. Celui qui a introduit l'humiliation doit porter le malaise qu'elle engendre. Lui retirer ce malaise, c'est encore le servir. C'est encore accepter le rôle de régulateur émotionnel d'une personne qui vient de tenter de vous réduire. La maturité stratégique consiste parfois à laisser les gens rencontrer les conséquences de leur propre ton. Mais le silence seul ne suffit pas toujours. Il ouvre la porte. Il ne construit pas toute l'architecture. Après le vide vient le déplacement. Il ne faut pas répondre à l'insulte comme si elle méritait une réfutation. Une insulte n'est pas une thèse. Une moquerie n'est pas un argument. Une humiliation n'est pas un tribunal légitime. Dès que vous répondez sur le fond, vous avez reconnu à l'autre le droit de définir le sujet. Il faut donc changer le sujet réel. Non pas parler d'autre chose. Ce serait fuir. Changer le sujet réel signifie cesser de traiter l'attaque comme une information sur vous, et la traiter comme un comportement chez l'autre. Cette nuance est décisive. S'il dit « Tu as vraiment raté ça », le réflexe ordinaire répond « Non, je n'ai pas raté, voilà pourquoi ». Vous voilà déjà dans la cage. Vous discutez de votre compétence sous l'éclairage qu'il a choisi. La réponse froide ne défend pas. Elle observe. Pourquoi cela te trouble autant? Ou plus simplement, tu as l'air très investi dans cette histoire. Ou encore, plus sec, curieux de dire ça à voix haute.
La phrase importe moins que la position depuis laquelle elle est prononcée. Vous ne devez pas chercher à paraître brillant. La brillance cherche encore un public. Vous devez paraître situé ailleurs. Non au-dessus par vanité, mais hors de l'urgence. Celui qui humilie veut vous entraîner dans le contenu de son accusation. Vous déplacez l'attention vers la forme de son geste. Vous ne dites pas « je suis innocent ». Vous dites, implicitement, ce que tu viens de faire mérite d'être regardé. Et soudain, c'est lui qui est visible. C'est cela, l'inversion. Le microscope se retourne. L'homme qui voulait vous examiner devient l'objet d'examen. Il doit désormais expliquer son ton, son intention, son besoin de prononcer cette phrase devant les autres. S'il se défend, il perd la fluidité qu'il cherchait à vous retirer. S'il insiste, il paraît obsédé. S'il rit, son rire sonne plus fort qu'il ne le voudrait. S'il se fâche, il confirme qu'il n'était pas dans la plaisanterie légère, mais dans l'affect. La défense avoue. L'observation déplace. Il existe une forme plus dangereuse encore, parce qu'elle exige une liberté intérieure que peu possède. Consentir à ce qui était censé vous diminuer. Non pas consentir par soumission. Consentir par excès de possession. Certaines attaques fonctionnent parce qu'elles touchent une vérité que vous cachez ou une image que vous voulez protéger. Vous êtes bizarre. Vous êtes ambitieux. Vous êtes froid. Vous êtes trop sensible. Vous êtes en retard. Vous avez échoué. Vous avez changé. Vous n'êtes pas comme les autres. Très bien. Et alors ? Ce « et alors » n'a pas besoin d'être prononcé. Il doit exister dans votre visage avant d'exister dans les mots. Lorsque vous n'êtes pas pressé de vous séparer de ce qu'on vous attribue, l'arme perd sa lame. Celui qui attaque comptait sur votre rejet. Il voulait vous voir repousser la phrase avec panique, comme si elle contenait une contamination. Si vous l'accueillez sans honte, il ne sait plus où frapper. On vous dit « tu es arrogant ». Vous pouvez répondre, tranquillement, probablement. Et laissez la phrase mourir là. On vous dit « tu te prends vraiment au sérieux ». Vous pouvez répondre « quelqu'un doit bien commencer ». On vous dit « tu es étrange ». Vous pouvez répondre « oui, c'est ce qui me sauve ». Là encore, tout dépend du dosage. L'excès de réplique transforme la puissance en numéro. Il ne s'agit pas de jouer au personnage invulnérable. Il s'agit de retirer à l'autre le plaisir de vous voir séparé de vous-même. La honte ne survit que dans l'écart entre ce que vous êtes et ce que vous refusez d'admettre. Réduisez cet écart, et l'attaque manque d'oxygène. Il faut parfois se demander avec une brutalité calme, qu'est-ce que je défends exactement ? Mon honneur, ou l'image fragile que je veux imposer aux autres. La distinction est sévère. Beaucoup ne protègent pas leur dignité. Ils protègent une fiction d'eux-mêmes. Et c'est cette fiction qui les rend manipulables. Dès qu'une personne devine ce que vous ne voulez surtout pas voir exposé, elle tient un fil. Il lui suffit de tirer. C'est pourquoi l'invulnérabilité sociale n'est pas d'abord une technique. C'est une conséquence. Elle vient de l'inventaire. Avoir regardé ce que l'on préfère cacher. Avoir cessé de négocier avec certaines vérités. Oui, vous avez eu peur. Oui, vous avez échoué. Oui, vous avez désiré être reconnu. Oui, vous avez été ridicule parfois. Oui, vous avez aimé sans être choisi. Oui, vous avez été pauvre, seul, dépendant, maladroit, jaloux, excessif, absent. Il n'y a rien là que l'humanité ne connaisse déjà. Ce qui vous rend faible n'est pas l'existence de ces choses. C'est la terreur qu'un autre les nomme avant vous. Celui qui ne cache pas tout ne peut pas être entièrement contrôlé. Mais attention, accepter ne signifie pas se confesser. La transparence envers soi n'oblige pas à se livrer aux autres. Au contraire, plus vous êtes clair intérieurement, moins vous avez besoin de vous expliquer extérieurement. Vous devenez lisible pour vous-même et difficile à pénétrer pour ceux qui cherchent une faille. C'est une combinaison rare, ne pas se mentir, ne pas se donner. La plupart font l'inverse. Ils se mentent à eux-mêmes et se justifient devant tout le monde. Voilà pourquoi ils sont faciles à gouverner. La honte est une administration invisible. Elle distribue les permissions. Elle dit qui peut parler fort, qui doit sourire, qui peut échouer sans disparaître, qui doit se faire pardonner d'exister. Chaque groupe possède ses règles tacites, ses interdictions, ses petites humiliations ritualisées. Ceux qui ne savent pas les lire deviennent des proies.
Ceux qui les lisent trop bien deviennent parfois lâches. Le point exact se trouve ailleurs, voir les règles, sans en devenir l'esclave. Il ne s'agit pas de devenir cruel. La cruauté est souvent une forme vulgaire de peur. Il s'agit de devenir impossible à diriger par la gêne. Un être que l'on ne peut pas facilement faire rougir, se précipiter, se justifier ou supplier devient immédiatement moins commode. Il dérange. Il oblige les autres à employer des moyens plus visibles. Et beaucoup renoncent, parce que leur pouvoir ne tenait qu'à l'implicite. Le monde social repose sur des accords que personne ne signe. L'humiliation publique en fait partie. Elle suppose que si quelqu'un vous pousse symboliquement, vous reculerez. Elle suppose que vous voudrez sauver l'atmosphère, préserver le confort du groupe, éviter de paraître difficile. Elle suppose que vous prendrez sur vous la responsabilité de ne pas rendre les choses étranges. Mais parfois, rendre les choses étranges est exactement ce qui rend la vérité visible. La politesse excessive protège souvent l'agresseur. Ceux qui craignent le conflit confondent paix et anesthésie. Ils appellent maturité leur incapacité à supporter une tension de 3 secondes. Ils préfèrent se trahir doucement plutôt que de laisser un silence accuser quelqu'un d'autre. Mais la tension n'est pas toujours un danger. Elle peut être une lumière. Elle révèle qui a parlé trop vite, qui a besoin de dominer, qui rit par automatisme, qui observe, qui comprend. Dans une pièce, tout le monde ne voit pas. Mais certains voient. Et cela change intérieurement de camp lorsque vous ne vous effondrez pas. C'est ici que la foule entre en jeu. La honte publique n'est jamais seulement une relation entre deux personnes. Elle a besoin de témoins. Sans témoins, l'humiliation perd une partie de sa nourriture. Celui qui attaque cherche moins votre douleur que sa confirmation par les autres. Il veut le rire, le regard, le petit mouvement collectif qui vous classe. Il veut que le groupe approuve la réduction qu'il propose. L'erreur serait de chercher à convaincre l'attaquant. Il a déjà choisi son rôle. Parler à lui comme s'il était un juge honnête, c'est perdre du temps. Le véritable terrain, c'est l'attention de la pièce. Mais il ne faut pas mendier cette attention. Rien n'est plus coûteux que la demande visible de soutien. La victime qui cherche à être secourue met souvent le groupe mal à l'aise. Non parce que le groupe est toujours mauvais, mais parce que la faiblesse affichée demande quelque chose aux autres. Et beaucoup préfèrent détourner le regard plutôt que de payer ce prix. Le contrôle, lui, ne demande rien. Un être calme au milieu d'une attaque produit un effet primitif. Il paraît stable. Et les groupes, même modernes, même raffinés, reconnaissent instinctivement la stabilité. La voix basse, le mouvement lent, l'absence d'empressement, le regard qui ne cherche pas d'autorisation, tout cela communique avant le discours. L'attaquant, par contraste, commence à paraître bruyant. Il a peut-être les mots. Vous avez le centre. Il suffit parfois d'un regard latéral. Non pas un appel au secours. Non pas une grimace complice trop appuyée. Un simple contact avec un tiers, bref, presque imperceptible, comme si l'événement venait d'être classé dans une catégorie inférieure. Ce regard dit, nous avons tous vu. Il n'ajoute rien. Il ne plaide pas. Il n'accuse pas. Il constate. Et cette constatation silencieuse peut isoler l'attaquant plus sûrement qu'une réplique. Car le pouvoir social ne réside pas toujours dans celui qui parle le plus. Il réside souvent dans celui autour duquel les autres réorganisent leur perception. Celui qui cherche trop visiblement à dominer se trahit. L'effort est une odeur. Le besoin d'être craint, admiré, applaudi, reconnu comme supérieur, tout cela laisse des traces. Plus vous ralentissez, plus son agitation devient lisible. Plus vous économisez vos mots, plus les siens paraissent chers, presque désespérés. L'attaque qui devait vous rendre petit révèle soudain la petitesse de celui qui avait besoin d'attaquer. Mais cette maîtrise exige une discipline austère. Elle ne peut pas être improvisée par un ego affamé. Si vous utilisez ces gestes pour humilier à votre tour, vous redevenez dépendant du même théâtre. Vous ne sortez pas de la honte. Vous changez seulement de costume. La vraie supériorité n'a pas besoin de frapper en premier. Elle répond rarement. Elle choisit. Et ce choix, lorsqu'il est visible, suffit déjà à modifier l'air. La question n'est donc pas « Comment faire taire celui qui m'humilie ?» La question est plus dure. Quelle partie de moi avait encore besoin qu'il se taise pour se sentir entière? Il existe pourtant des situations où le silence ne suffit plus, non parce qu'il est faible, mais parce que l'autre ne cherche pas seulement une réaction. Il cherche une alimentation.
Certaines personnes se nourrissent de toute forme de présence, même hostile. Les contredire les excite. Les mépriser les confirme. Les combattre leur donne une stature. Elles préfèrent être détestées que ne pas compter. Il faut alors comprendre une chose plus froide. La négation la plus violente n'est pas l'attaque. C'est l'effacement. Être attaqué, c'est encore être reconnu. Celui qui reçoit votre colère existe dans votre monde. Celui que vous ignorez réellement commence à douter du sien. L'indifférence ordinaire est souvent une comédie. Elle dit « Je suis blessé, donc je vais te priver de moi ». Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une demande inversée. C'est encore une relation. La véritable indifférence ne punit pas. Elle ne calcule pas. Elle ne regarde même pas le dommage qu'elle produit. Elle retire simplement l'existence sociale à celui qui voulait prendre trop de place. Cette opération est rare, parce qu'elle offense une peur très ancienne. Nous avons presque tous appris à répondre à ce qui nous interpelle. On prononce notre nom, nous tournons la tête. On nous accuse, nous nous expliquons. On nous provoque, nous signalons que nous avons entendu. Cette disponibilité est le fondement de la vie sociale. Mais elle devient dangereuse lorsqu'elle est offerte à ceux qui utilisent notre attention comme une corde. La question devient alors, qui mérite d'entrer dans votre perception? Il y a des êtres qu'il ne faut pas vaincre. Il faut les rendre périphériques. Ils parlent, et vous continuez. Ils insistent, et vous achevez votre phrase avec quelqu'un d'autre. Ils cherchent votre regard, et votre regard traverse l'espace comme s'il avait une destination plus lointaine. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le refus de transformer leur agitation en événement. Ce qu'ils veulent, précisément, c'est devenir un événement dans votre système nerveux. Ne leur donnez pas cette promotion. Le plus difficile n'est pas le geste extérieur. Le plus difficile est l'absence intérieure de commentaires. Beaucoup peuvent faire semblant d'ignorer. Très peu peuvent ne pas ruminer. Or l'autre, parfois, perçoit la différence. Un silence chargé de ressentiment reste un lien. Un détour du regard accompagné de tension reste une réponse. L'effacement véritable demande que l'on cesse de discuter secrètement avec la personne que l'on prétend ignorer. Tant que vous composez intérieurement des phrases contre elle, elle habite encore chez vous. Il faut apprendre à fermer la porte sans claquer. L'agresseur qui rencontre cette absence entre souvent dans l'escalade. Il parle plus fort. Il ajoute de la précision à l'insulte. Il cherche le point exact où vous redeviendrez humain selon ses termes, c'est-à-dire réactif. Plus vous restez ailleurs, plus son effort devient visible. Et l'effort est humiliant pour celui qui voulait humilier. Il se met à tirer sur une poignée qui n'existe pas. Il réclame une scène que vous refusez d'ouvrir. Dans le regard des autres, son énergie se transforme. Ce n'est plus de l'autorité. C'est une demande. La demande détruit le prestige. Il y a dans cette méthode quelque chose d'injuste, presque cruel, mais elle révèle une loi sociale que personne n'aime nommer. Nous accordons plus de poids à celui qui semble ne pas avoir besoin d'être reconnu. Celui qui sollicite, insiste, relance, prouve, explique, cherche à arracher une réaction, descend peu à peu dans l'échelle invisible. Il devient dépendant. Celui qui demeure calme, occupé, inaccessible sans bruit, conserve le centre sans le revendiquer. La vraie domination n'annonce pas qu'elle domine. Elle continue. Cependant, il serait dangereux de réduire cela à une collection de manœuvres. Les techniques n'ont de force que si elles reposent sur une architecture intérieure. Sinon, elles deviennent des gestes vides, et les gestes vides sentent la peur. On peut apprendre à regarder fixement, à parler lentement, à répondre court. Mais si, derrière le visage, tout votre être supplie d'être validé, l'autre le sentira. Les micro-mouvements, les accélérations, les petites contractions de la voix, le corps divulgue ce que la bouche déguise. La honte ne se détruit pas seulement dans la pièce. Elle se détruit avant d'entrer dans la pièce. Il faut alors descendre là où l'on préfère ne pas aller. Pourquoi telle remarque vous transperce-t-elle? Pourquoi telle plaisanterie reste-t-elle dans votre esprit 3 jours? Pourquoi un inconnu, parfois médiocre, possède-t-il soudain le pouvoir de vous rendre incertain de votre propre valeur? La réponse est souvent simple, mais elle est rarement confortable. Il n'a pas créé la blessure. Il l'a trouvée. Ce qui est caché gouverne. La honte s'attache aux zones que vous refusez de regarder directement. Votre passé. Votre corps. Votre manque d'argent. Votre solitude.
votre désir d'être choisi, votre ambition, votre intelligence mal reçue, votre fatigue d'être entouré de conversations qui ne touchent jamais le réel, votre peur d'avoir perdu des années, votre impression d'être arrivé dans une vie qui ne vous ressemble qu'à moitié. Tout cela devient dangereux lorsqu'il reste dans l'ombre, non parce que c'est monstrueux, mais parce que vous le traitez comme si ça l'était. Celui qui veut vous humilier n'a besoin que d'une chose, votre complicité secrète. Il lance un mot vers une zone que vous avez déjà condamnée en vous-même. S'il tombe sur une partie assumée, il rebondit. S'il tombe sur une partie bannie, il entre. Voilà pourquoi l'acceptation de soi, dans son sens le plus sévère, n'a rien à voir avec la consolation. Ce n'est pas se répéter que l'on est merveilleux. Ce n'est pas transformer chaque défaut en vertu décorative. C'est regarder sans fuite ce qui est là, sans le remettre immédiatement à un tribunal. Oui, cela existe. Cette phrase, intérieurement, peut suffire à retirer beaucoup de pouvoir au monde. Oui, j'ai échoué. Oui, j'ai voulu plaire. Oui, j'ai été naïf. Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai été ridicule. Oui, j'ai trop attendu de personnes qui n'avaient presque rien à donner. Oui, je suis encore en retard sur certaines parties de ma propre vie. Et alors? La honte attend que vous répondiez par le déni. La lucidité répond par l'inclusion. Il n'y a pas de prise là où il n'y a plus de refus. Ce n'est pas une invitation à tout exposer. Le siècle confond sincérité et déballage. Il croit que se connaître signifie se raconter. C'est faux. On peut être parfaitement honnête avec soi-même et extrêmement discret avec les autres. Peut-être même est-ce la seule vraie forme de pudeur. Ce que vous avez intégré n'a plus besoin d'être défendu publiquement. Ce que vous avez accepté n'a plus besoin d'être expliqué. Votre intériorité cesse d'être une salle ouverte aux inspections sauvages. Devenez transparent pour vous-même, opaque pour les autres. Cette formule contient presque toute la discipline. Transparent pour vous-même, ne plus organiser votre vie autour de ce que vous refusez de savoir. Opaque pour les autres, ne pas offrir à chaque passant le droit de lire, juger, commenter, classer et manipuler ce qui vous constitue. La faiblesse moderne vient souvent de l'inverse. Les individus sont opaques à eux-mêmes, mais disponibles à tous. Ils ignorent leurs vraies raisons, puis demandent à l'extérieur de leur donner une forme. Ainsi naissent les êtres gouvernables. Machiavel comprenait que la puissance n'est pas d'abord morale. Elle est capacité. Capacité de voir sans trembler. Capacité de décider sans demander l'absolution. Capacité de supporter d'être mal compris sans courir corriger chaque version de soi qui circule dans la bouche des autres. Celui qui dépend entièrement de sa réputation devient l'esclave de tous les interprètes. Celui qui sait ce qu'il est peut tolérer que le monde se trompe temporairement à son sujet. Temporairement, ou même définitivement. Il existe une liberté étrange à ne pas vouloir être compris par tout le monde. Une liberté presque brutale. On cesse de frapper à toutes les portes de perception. On cesse de mendier une lecture correcte. On comprend que certaines personnes ne verront jamais autre chose que ce que leur propre pauvreté intérieure leur permet de voir. Alors leur jugement devient moins une sentence qu'une mesure, non pas de votre valeur, mais de leur profondeur. À partir de là, la pièce change. Vous n'entrez plus en vous demandant si l'on vous acceptera. Vous entrez en observant ce qui mérite votre attention. Ce renversement est discret. Mais ceux qui ont l'habitude de tester les autres le sentent immédiatement. La personne qui cherche à humilier repère souvent les corps en attente d'approbation. Elle sent ceux qui veulent être invités, validés, confirmés dans leur droit d'être là. Si vous ne portez plus cette attente sur vous, elle perd une grande partie de son instrument. La honte aime les portes entr'ouvertes. Fermez-les. Il y aura pourtant des moments où une réponse sera nécessaire. Non pour vous défendre. Non pour vous venger. Mais pour tracer une limite avec suffisamment de netteté pour que personne ne puisse prétendre ne pas l'avoir vue. Dans ces instants, la parole doit être courte. La longueur ressemble à la panique. Celui qui explique trop donne l'impression qu'il espère encore être acquitté. Une phrase bien placée, au contraire, agit comme une incision. Il faut couper proprement. La première incision consiste à révéler la performance. Toute humiliation publique est une mise en scène. Elle cherche un public, même minuscule. Demander calmement, qui essaies-tu d'impressionner, peut suffire à briser le décor. La phrase ne répond pas au contenu. Elle expose la mécanique.
Elle dit à la pièce, « Regardez, ceci n'est pas une vérité spontanée, c'est une tentative de positionnement. » L'attaquant se retrouve soudain hors de son propre rôle, obligé de voir ce qu'il faisait. Peu de gens supportent d'être vus en train de jouer. La deuxième incision consiste à demander la répétition. Une phrase humiliante tire souvent sa force de sa vitesse. Elle frappe, surprend, traverse la pièce avant que chacun ait eu le temps de l'examiner. Si vous dites simplement « répète » ou plus froidement « dis-le encore », clairement, vous ralentissez le projectile. Vous l'obligez à revenir sous la lumière. L'insulte répétée perd son charme brutal. Elle devient volontaire. Elle devient lourde. Elle devient indéfendable. Ce qui semblait spontané apparaît alors comme une décision. Et beaucoup reculent devant la responsabilité de leur propre cruauté. Ils marmonnent. Ils disent que ce n'était rien. Ils prétendent plaisanter. Ils réduisent leurs phrases après avoir voulu vous réduire. Ce recul est déjà une victoire, mais il ne faut pas le célébrer. Célébrer serait redevenir demandeur. Il suffit de laisser le recul se produire. Certaines défaites sociales sont plus puissantes lorsqu'elles ne sont pas commentées. La troisième incision est plus subtile, transformer l'attaque en symptôme. Non pas pour jouer au thérapeute de salon, ce qui serait vulgaire, mais pour déplacer la verticalité. Tu sembles avoir besoin que ce soit humiliant. Ou, quelque chose dans cette situation te met visiblement à l'étroit. La phrase doit rester calme, presque neutre. Trop de compassion sonne faux. Trop de dureté rend la riposte symétrique. Le but n'est pas d'écraser. Le but est de montrer que l'autre n'est plus celui qui juge, mais celui qui révèle. Dans certains cas, une phrase plus simple suffit. Ce ton ne te grandit pas. Il faut se méfier des formules toutes faites. Les répliques apprises par cœur vieillissent mal. Elles se voient. Elles donnent l'impression d'un être qui a préparé sa dignité devant un miroir. La vraie phrase naît de la situation, mais elle obéit toujours aux mêmes lois. Brièveté, calme, déplacement, absence de supplication. Elle ne cherche pas à gagner un duel verbal. Elle retire au duel sa noblesse supposée. Car beaucoup de conflits n'ont pas besoin d'être gagnés. Ils ont besoin d'être déclassés. Après la réponse vient le départ. Pas nécessairement un départ physique. Parfois il suffit de tourner l'attention. Reprendre la conversation avec quelqu'un d'autre. Regarder son verre. Revenir au sujet interrompu. Ne pas rester devant les débris en attendant de voir si le public a applaudi intérieurement. Ce moment est crucial. Celui qui vérifie l'effet de sa puissance révèle qu'il en a besoin. Celui qui agit puis continue montre que l'incident n'a pas réussi à devenir central. Le mépris le plus profond est souvent l'oubli. Faites de l'autre une parenthèse. Non par cruauté ostentatoire, mais par hiérarchie naturelle de l'attention. Le pouvoir, dans une pièce, est aussi une économie de présence. Donner votre attention, c'est accorder une forme de vie. La retirer, c'est appauvrir l'autre symboliquement. Ceux qui cherchent à humilier veulent être les distributeurs de valeur. Ils veulent décider qui monte, qui descend, qui doit rire, qui doit se sentir coupable. En refusant de rester dans leur scène, vous leur retirez ce rôle. Vous ne leur dites pas qu'ils sont insignifiants. Vous passez à autre chose. C'est plus grave. Mais il faut ici introduire une distinction nécessaire. L'objectif n'est pas de devenir un être fermé, incapable d'être touché, dur jusqu'à la stérilité. Une âme entièrement blindée n'est pas puissante. Elle est morte. La puissance véritable consiste à choisir ce qui peut vous atteindre. Être sensible à la beauté, à la vérité, à la loyauté, à la perte, à l'amour, au temps qui passe. Ne pas être disponible à la vulgarité des jeux de statut. Ce n'est pas la même chose. L'indifférence n'est noble que lorsqu'elle protège une profondeur. Sinon, elle devient simple sécheresse. Il ne s'agit donc pas d'apprendre à mépriser tout le monde. Il s'agit d'arrêter de traiter chaque jugement comme une autorité. Certains regards méritent de vous modifier. Rare. Exigeant. Aimant parfois, mais pas complaisant. D'autres ne méritent même pas d'être conservés en mémoire. La difficulté est de faire la différence. Beaucoup appellent indépendance leur incapacité à recevoir la critique. D'autres appellent humilité leur addiction à l'approbation. Les deux se trompent. La lucidité commence quand on cesse de confondre blessure et vérité. Une critique peut blesser parce qu'elle est juste. Elle peut aussi blesser parce qu'elle touche une ancienne peur.
Elle peut encore ne rien valoir et faire mal simplement parce qu'elle a été prononcée devant les autres. Il faut apprendre à séparer ces choses, lentement, sans se mentir. Celui qui refuse toute remise en question devient grotesque. Celui qui absorbe tout devient informe. Entre les deux, il existe une discipline plus haute, filtrer. Recevoir ce qui élève. Rejeter ce qui cherche seulement à rabaisser. La honte publique n'élève presque jamais. Elle prétend corriger, mais elle jouit de l'abaissement. Elle prétend dire la vérité, mais elle choisit le moment qui maximise la douleur. Elle prétend être honnête, mais elle se nourrit de témoins. Voilà son signe. La vérité authentique peut être sévère, mais elle n'a pas besoin de spectacle. Elle vient avec une exigence. La honte vient avec une mise en scène. Apprenez à reconnaître le théâtre. Dès que vous le voyez, il perd une partie de son pouvoir. Vous n'êtes plus absorbé par votre rôle. Vous apercevez les lumières, les angles, les attentes, la faim dans les yeux de celui qui veut provoquer le rire. Vous comprenez que tout cela est moins grand que la sensation qu'il cherchait à produire en vous. Cette compréhension ne console pas. Elle désensorcelle. Et parfois, être désensorcelé suffit à redevenir dangereux. Dangereux, non parce que vous allez détruire. Dangereux parce que vous ne serez plus facilement conduit. Le monde contemporain a perfectionné les formes molles de l'humiliation. On ne vous exclut plus toujours directement. On vous corrige par insinuation. On vous réduit par ironie. On vous classe par capture d'écran, par commentaire, par silence organisé, par petites phrases qui circulent plus vite que votre capacité à les reprendre. Le village a changé de taille. Le mécanisme, lui, est ancien. La peur de devenir celui dont on parle. Celui qu'on montre. Celui qu'on simplifie. Voilà pourquoi l'enjeu dépasse la répartie. Il s'agit de préserver votre axe dans un monde qui cherche constamment à vous rendre réactif. Tout est conçu pour vous faire répondre trop vite. Les réseaux, les groupes, les opinions instantanées, les jugements sans mémoire, les publics sans responsabilité. Si vous acceptez ce rythme, vous devenez fragmenté. Vous vivez en état de défense permanente. Vous confondez existence et gestion de réputation. Peu à peu, vous ne dites plus ce qui est vrai. Vous dites ce qui survivra au regard le plus médiocre. C'est ainsi que l'on devient un fantôme socialement acceptable. La honte n'a pas toujours besoin de vous détruire. Il lui suffit de vous rendre prudent au mauvais endroit. Vous commencez à parler moins nettement. À vouloir être mal interprété par personne. À arrondir ce qui devait couper. À traduire votre propre pensée dans une langue que les esprits paresseux pourront tolérer. Vous croyez gagner en sécurité. En réalité, vous perdez en présence. Une vie entière peut se réduire ainsi, sans catastrophe visible. On ne vous a pas emprisonné. On vous a simplement appris à vous interrompre avant de commencer. C'est peut-être la forme la plus efficace de domination, celle qui n'a plus besoin de gardien, parce que la cellule a été installée dans la voie. La lutte contre la honte n'est donc pas une affaire d'ego. Elle concerne la possibilité même de rester vivant dans sa propre forme. C'est ici que le sujet devient plus sombre. Car si vous ne savez pas affronter la honte, vous choisirez tôt ou tard une vie qui l'évite. Et une vie construite pour éviter la honte est rarement une vie choisie. Vous prendrez des chemins plus petits. Vous abandonnerez des phrases. Vous renoncerez à des gestes. Vous appellerez cela réalisme, maturité, adaptation. Peut-être même sagesse. Mais au fond, quelque chose en vous saura que vous n'avez pas été sage. Vous avez été domestiqué. La domestication a souvent le visage du bon sens. Elle dit, ne t'expose pas. Ne dis pas cela. Ne tente pas trop. Ne sois pas trop visible. Ne donne pas aux autres une raison de rire. Reste dans une zone où personne ne peut vraiment te blesser, parce que personne ne peut vraiment te voir. Beaucoup appellent cela paix. C'est parfois seulement une disparition bien organisée. Le prix de la sécurité sociale peut être l'effacement de la vie intérieure. Voilà pourquoi apprendre à traverser l'humiliation sans se dissoudre est une nécessité plus profonde qu'il n'y paraît. Ce n'est pas seulement utile dans une conversation difficile. C'est une condition de toute parole libre. De toute création. De toute autorité réelle. De toute existence qui ne se contente pas de passer inaperçue en attendant la fin. Celui qui ne peut pas supporter le rire des autres ne fera jamais rien qui mérite d'être regardé longtemps. Il restera dans la moyenne, non par manque de talent,
mais par peur du tribunal. Et le tribunal n'a pas besoin d'être réel. Il suffit qu'il soit anticipé. Combien de vies sont gouvernées par des spectateurs imaginaires? Combien de décisions sont prises devant un public mental composé d'anciens camarades, de parents, de collègues, d'inconnus, de visages sans précision? L'individu croit être seul. En réalité, il vit sous surveillance intérieure. Il consulte des juges qui ne savent même pas qu'il règne encore. La honte est souvent un gouvernement de mort. Certains regards anciens continuent de décider de votre posture. Certaines phrases, entendues une fois, deviennent des lois. On avance dans l'âge, mais l'humiliation garde l'âge exact où elle nous a frappés. Elle conserve la lumière de la pièce, la texture du silence, le détail absurde d'un visage. Puis, des années plus tard, quelqu'un prononce une phrase vaguement semblable, et tout revient. Non pas comme souvenir. Comme ordre. Il faut rompre cet ordre. Non par oubli. L'oubli est rarement disponible. Mais par désobéissance. Chaque fois que la honte vous commande de vous contracter, vous pouvez rester. Chaque fois qu'elle vous ordonne de vous expliquer, vous pouvez respirer. Chaque fois qu'elle vous pousse à abandonner votre propre auteur pour rejoindre le sol où l'autre veut vous voir, vous pouvez refuser. Ce refus n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut tenir dans une seconde de calme. Une seconde suffit parfois à changer de maître. La honte veut vous faire croire que l'instant décide de votre valeur. Un rire, un regard, une phrase malveillante, et soudain vous devriez courir pour vous expliquer, vous défendre, vous réparer. Mais ce n'est pas la blessure qui vous détruit. C'est l'obéissance immédiate à cette blessure. La vraie liberté commence lorsque vous cessez de demander au monde la permission d'exister. Lorsque l'applaudissement ne vous nourrit plus. Lorsque le mépris ne vous définit plus. Lorsque vous pouvez sentir la brûlure sans lui remettre les commandes. Celui qui humilie cherche toujours une réaction. Il veut devenir central. Il veut entrer dans votre corps, dans votre voix, dans votre silence même. Mais lorsqu'il ne trouve plus l'enfant qui se justifie, lorsqu'il ne trouve plus la peur qui supplie d'être accepté, son pouvoir se vide. Alors votre réponse peut être courte. Froide. Presque sans effort. Une phrase. Un regard. Ou parfois, rien du tout. Car certaines personnes ne méritent même pas votre défense. Les combattre, c'est encore leur donner une place. Les ignorer vraiment, c'est les retirer du réel. Et à la fin, la puissance n'est peut-être rien d'autre que cela, ne plus être gouverné par la première émotion qui hurle en vous. La honte voulait faire de vous un réflexe. Mais vous êtes redevenu une volonté. Et celui qui voulait vous réduire comprend trop tard qu'il n'a pas assisté à votre faiblesse. Il a assisté à sa propre disparition.